En 509 avant Jésus-Christ, Rome n'était qu'une bourgade italienne parmi d'autres. Les citoyens venaient de chasser leur dernier roi, Tarquin le Superbe, un tyran étrusque qui avait terrorisé la population. Cette révolte marquait la naissance de la République romaine, un système où le pouvoir appartenait au Sénat et à 2 consuls élus chaque année. La République fonctionnait selon des règles strictes. Le Sénat, composé de patriciens issus des grandes familles, prenait les décisions importantes. Les consuls dirigeaient l'armée et exécutaient les lois, mais leur mandat ne durait qu'1 an pour éviter qu'un seul homme ne concentre trop de pouvoir. Les assemblées populaires votaient les lois et élisaient les magistrats, mais dans les faits, les patriciens contrôlaient tout. Cette jeune république devait survivre dans un monde hostile. Les Étrusques voulaient reprendre Rome, les tribus latines menaçaient ses frontières et les Grecs colonisaient le sud de l'Italie. Rome n'avait aucune ressource particulière, aucune richesse naturelle. Elle possédait seulement une position stratégique sur le Tibre et des citoyens déterminés à défendre leur liberté nouvellement acquise. Les premières années furent difficiles. Le roi étrusque Porséna assiégea Rome pour tenter de restaurer Tarquin. Selon la légende, seul le courage de héros comme Horatius Coclès, qui défendit seul un pont contre toute l'armée ennemie, sauva la ville. En réalité, la transition vers la République prit plusieurs décennies, marquée par des conflits constants avec les Étrusques et les Latins. Rome développa alors un système militaire révolutionnaire. Tous les citoyens propriétaires entre 17 et 46 ans devaient servir dans l'armée. Les Romains pensaient qu'un homme qui possède des terres se bat avec plus de conviction pour les défendre. Les plus riches combattaient dans la cavalerie, les autres formaient l'infanterie. Après les réformes du général Camille, l'armée s'organisa en légions de 4500 hommes, composées de hastati en première ligne, de principes au centre et de vétérans à l'arrière. Cette armée permit à Rome de soumettre progressivement ses voisins. Entre 500 et 350 avant Jésus-Christ, les légions conquirent le Latium puis s'attaquèrent aux Samnites, un peuple montagnard réputé pour sa férocité. Ces guerres samnites durèrent 50 ans et enseignèrent aux Romains l'art de la guerre prolongée et de la persévérance face à l'adversité. En 272 avant Jésus-Christ, Rome contrôlait toute la péninsule italienne jusqu'au sud. Les cités grecques de Tarente, Naples et Syracuse tombèrent une à une. Rome ne se contenta pas de conquérir, elle intégra. Les peuples vaincus recevaient différents statuts. Certains obtenaient la citoyenneté romaine complète, d'autres devenaient alliés avec des droits limités. Ce système créa un réseau d'alliances qui renforça considérablement la puissance militaire romaine. Mais Rome allait bientôt affronter un adversaire autrement plus dangereux. De l'autre côté de la Méditerranée, Carthage dominait les mers. Cette cité phénicienne, fondée au IXe siècle avant Jésus-Christ près de l'actuel Tunis, contrôlait un empire commercial s'étendant de l'Espagne à la Libye. Sa flotte était la plus puissante du monde méditerranéen. Le conflit éclata en Sicile en 264 avant Jésus-Christ. Les Mamertins, des mercenaires installés à Messine, demandèrent l'aide de Rome contre Carthage. Le Sénat hésita longuement. S'engager en Sicile signifiait affronter Carthage et sa marine redoutable. Mais les propriétaires terriens de Campanie poussèrent à l'intervention, espérant contrôler le détroit entre la Sicile et l'Italie. Rome envoya 15 000 à 20 000 soldats. Le consul Appius Claudius Codex traversa et chassa les Carthaginois de Messine. Carthage tenta de négocier, mais Rome refusa. La première guerre punique venait de commencer. Un conflit qui durerait 23 ans. Les premières batailles terrestres tournèrent à l'avantage de Rome. Les légions prirent Agrigente après un long siège en 262 avant Jésus-Christ. Mais Carthage dominait les mers, et Rome comprit qu'elle devait construire une flotte pour gagner. En quelques mois, les Romains copièrent les navires carthaginois capturés et construisirent 100 quinquérèmes. La bataille de Mylae en 260 avant Jésus-Christ révéla le génie romain. Face à des marins carthaginois expérimentés, les Romains inventèrent le corvus, une passerelle mobile qui s'abattait sur les navires ennemis et les transformait en champs de bataille terrestres. Le consul Duilius écrasa la flotte carthaginoise, remportant la première victoire navale romaine de l'histoire. La guerre s'enlisa. Rome remporta d'autres victoires navales,
mais une expédition en Afrique du Nord en 255 avant Jésus-Christ tourna au désastre. Le consul Régulus fut capturé et son armée anéantie. Des tempêtes détruisirent plusieurs flottes romaines, tuant des dizaines de milliers d'hommes. Carthage tenait toujours la Sicile occidentale. En 241 avant Jésus-Christ, Rome construisit une nouvelle flotte avec des fonds privés, tant le trésor public était vide. La bataille des îles Égates fut décisive. La flotte romaine anéantit les navires carthaginois qui tentaient de ravitailler la Sicile. Carthage, exsangue, demanda la paix. Le traité fut humiliant pour Carthage. La cité dut abandonner la Sicile, qui devint la première province romaine hors d'Italie, payer 3200 talents sur 10 ans et restituer tous les prisonniers romains sans rançon. Pire encore, Rome profita d'une révolte des mercenaires carthaginois pour s'emparer de la Sardaigne et de la Corse en 238 avant Jésus-Christ, exigeant 1200 talents supplémentaires. Cette humiliation ne fut jamais oubliée à Carthage. Le général Hamilcar Barca, qui s'était distingué pendant la guerre, fit jurer à son fils Hannibal, alors âgé de 9 ans, une haine éternelle envers Rome. Hamilcar partit ensuite conquérir l'Espagne pour compenser les pertes territoriales et reconstruire la puissance carthaginoise. De 237 à 229 avant Jésus-Christ, Hamilcar transforma l'Espagne en une source inépuisable de richesses et de soldats. Il envoya régulièrement métaux et tribus à Carthage, établit des alliances avec les tribus locales et créa une armée puissante. À sa mort, son gendre Hasdrubal le Beau continua son œuvre et fonda Carthagène, une nouvelle capitale fortifiée qui devint un arsenal pour la flotte carthaginoise. En 221 avant Jésus-Christ, Hasdrubal fut assassiné par un mercenaire celte. L'armée proclama immédiatement Hannibal, alors âgé de 26 ans, comme nouveau commandant. Le Sénat carthaginois ratifia ce choix. Hannibal passait pour un tacticien brillant qui admirait Alexandre le Grand et vivait avec ses soldats, partageant leurs dangers et leurs privations. Rome observait ces développements avec inquiétude. En 226 avant Jésus-Christ, elle avait signé un traité avec Hasdrubal, fixant la limite de l'influence carthaginoise à l'Èbre. Mais en 219 avant Jésus-Christ, Hannibal assiégea Sagonte, une ville espagnole alliée de Rome située au sud de l'Èbre. Pendant 8 mois, les habitants résistèrent héroïquement avant d'être massacrés. Rome exigea que Carthage livre Hannibal. Le Sénat carthaginois refusa. La deuxième guerre punique commençait, mais cette fois, ce serait Rome qui serait attaquée sur son sol. Hannibal avait rassemblé une armée formidable à Carthagène, plus de 100 000 soldats, mercenaires venus d'Espagne, de Gaule, de Numidie et de Libye, et 37 éléphants de guerre. Au printemps 218 avant Jésus-Christ, il traversa l'Èbre et se dirigea vers les Alpes. Rome pensait que la guerre se déroulerait en Espagne et en Sicile. Personne n'imaginait que Hannibal oserait franchir les montagnes avec une armée entière. La traversée des Pyrénées coûta déjà de nombreux hommes. Hannibal dut combattre les tribus locales et laissa des garnisons pour sécuriser ses arrières. En Gaule, il obtint le soutien des Celtes qui haïssaient Rome. Mais le franchissement des Alpes fut un cauchemar. En 15 jours, l'armée carthaginoise perdit la moitié de ses effectifs, emportée par des avalanches, décimée par le froid, attaquée par les montagnards. La plupart des éléphants périrent. Hannibal déboucha en Italie du Nord avec seulement 20 000 fantassins, 6 000 cavaliers et quelques éléphants. Mais les Gaulois de la plaine du Pô se rallièrent massivement, doublant ses effectifs. Les premières rencontres avec les légions romaines tournèrent au désastre pour Rome. À la bataille du Tessin en novembre 218 avant Jésus-Christ, la cavalerie carthaginoise écrasa les Romains. Le consul Scipion fut blessé et sauvé par son fils. Quelques semaines plus tard, à la Trébie, Hannibal attira les légions dans une embuscade. Les Romains, transis de froid après avoir traversé une rivière glacée, furent pris à revers par des troupes dissimulées. 20 000 légionnaires périrent. L'année suivante fut pire. En juin 217 avant Jésus-Christ, au lac Trasimène, Hannibal tendit le piège parfait. Dans un brouillard matinal, il dissimula son armée dans les collines surplombant le lac et attendit que les légions du consul Flaminius s'engagent sur l'étroit chemin côtier. Quand les Carthaginois attaquèrent, les Romains furent coincés entre l'armée ennemie et le lac. Le massacre dura 3 heures.
15 000 légionnaires moururent, dont Flaminius. Beaucoup se noyèrent en tentant d'échapper au carnage. Rome était terrorisée. Hannibal marchait vers le sud, recrutant des alliés parmi les peuples italiens qui détestaient la domination romaine. Le Sénat nomma Quintus Fabius Maximus dictateur, lui donnant les pleins pouvoirs pour 6 mois. Fabius comprit qu'il était impossible de vaincre Hannibal en bataille rangée. Il adopta une stratégie d'usure, harcelant les Carthaginois sans jamais les affronter directement, coupant leurs lignes de ravitaillement, brûlant les récoltes devant leur avance. Les Romains surnommèrent Fabius le temporisateur, et beaucoup critiquèrent sa prudence. En 216 avant Jésus-Christ, le Sénat élut 2 nouveaux consuls, Lucius Aemilius Paulus et Caius Terentius Varro, et leur donna 8 légions, soit 81 000 fantassins et 6 000 cavaliers. C'était la plus grande armée jamais rassemblée par Rome. Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, près du village de Cannes dans le sud de l'Italie, cette armée affronta Hannibal, qui ne disposait que de 40 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Les consuls pensaient que leur supériorité numérique garantissait la victoire. Hannibal allait leur prouver le contraire. Le général carthaginois disposa ses troupes de manière inhabituelle. Au centre, il plaça ses Gaulois et ses Espagnols en formation convexe, bombés vers l'avant. Sur les ailes, il positionna sa cavalerie supérieure et son infanterie africaine d'élite en retrait. Les Romains, confiants, chargèrent le centre ennemi qui reculait lentement, se transformant progressivement en formation concave. Les légions, sentant la victoire proche, s'enfoncèrent toujours plus profondément dans ce piège. Pendant ce temps, la cavalerie carthaginoise massacra la cavalerie romaine sur les flancs, puis revint attaquer les légions par l'arrière. L'infanterie africaine resserra les mâchoires du piège sur les côtés. Les Romains se retrouvèrent complètement encerclés, écrasés les uns contre les autres, incapables de manœuvrer ou même de lever leurs armes. Le massacre dura des heures. 50 000 à 70 000 Romains moururent ce jour-là, dont le consul Paulus, 80 sénateurs et des centaines d'officiers. 10 000 autres furent capturés. C'était le pire désastre militaire de l'histoire romaine. Hannibal n'avait perdu que 6 000 hommes. Après Cannes, de nombreux alliés de Rome firent défection. Capoue, la 2e ville d'Italie, ouvrit ses portes à Hannibal. Syracuse en Sicile et plusieurs cités grecques du sud passèrent du côté carthaginois. Philippe V de Macédoine s'allia avec Hannibal, espérant récupérer des territoires en Adriatique. Rome semblait condamnée. Maharbal, le commandant de la cavalerie carthaginoise, supplia Hannibal de marcher immédiatement sur Rome. « Donne-moi la cavalerie, et dans 5 jours tu dîneras au Capitole. » Mais Hannibal refusa. Il n'avait ni machine de siège, ni assez d'hommes pour tenir un siège prolongé contre une ville fortifiée, défendue par des dizaines de milliers de citoyens déterminés. Cette décision fut peut-être sa plus grande erreur. Pourtant, après Cannes, Rome aurait pu négocier. Hannibal offrit de libérer des prisonniers contre rançon. Le Sénat refusa et interdit aux familles de payer. Quand une délégation de prisonniers vint plaider pour leur libération, le Sénat les renvoya à Hannibal. Rome ne négociait pas avec ses ennemis. Le Sénat mobilisa tous les hommes disponibles, y compris des esclaves qu'on affranchit pour les enrôler. Des adolescents de 16 ans et des vétérans de 50 ans furent appelés. Les temples furent vidés de leurs trésors pour financer de nouvelles légions. Les matrones romaines donnèrent leurs bijoux. En quelques mois, Rome reconstitua une armée. Fabius reprit sa stratégie d'usure. Les nouvelles légions harcelaient sans cesse Hannibal, attaquant ses patrouilles, interceptant ses convois, détruisant ses camps. Aucune bataille majeure, seulement une pression constante. Hannibal passait l'hiver à Capoue où, selon la légende, ses troupes s'amollirent dans les délices de cette ville riche. Rome ne se contenta pas de défendre l'Italie. En 212 avant Jésus-Christ, le consul Claudius Marcellus assiégea Syracuse qui s'était alliée à Carthage. Le mathématicien Archimède inventa des machines de guerre extraordinaires qui coulaient les navires romains et détruisaient les tours de siège. Mais après 3 ans, Rome prit la ville et la pilla. Archimède fut tué pendant le massacre. En 211 avant Jésus-Christ, Rome reconquit Capoue après un siège terrible. La population fut vendue en esclavage et les dirigeants exécutés.
Hannibal tenta une diversion en marchant sur Rome, espérant forcer les Romains à lever le siège de Capoue. Il campa à quelques kilomètres des murailles, assez près pour voir le Capitole. Mais les Romains ne bougèrent pas, et Hannibal dut se retirer. Le mythe de son invincibilité commençait à se fissurer. Pendant que Hannibal s'épuisait en Italie, Rome portait la guerre ailleurs. En Espagne, les frères Scipion menaient campagne contre les Carthaginois depuis 217 avant Jésus-Christ. Mais en 211 avant Jésus-Christ, ils furent défaits et tués. Rome semblait avoir perdu l'Espagne. C'est alors qu'un jeune homme de 24 ans se présenta devant le Sénat. Publius Cornelius Scipion, fils du consul blessé au Tessin et neveu des 2 Scipions morts en Espagne, demanda le commandement des forces romaines en Espagne. Le Sénat hésita à confier une telle responsabilité à un homme si jeune, sans expérience du commandement, mais personne d'autre ne se porta volontaire. Scipion débarqua en Espagne en 210 avant Jésus-Christ avec 2 légions. Au printemps 209, il attaqua Carthagène, la capitale carthaginoise en Espagne. En une journée, grâce à une marée basse qui permit à ses soldats de franchir une lagune que les Carthaginois croyaient infranchissable, il s'empara de la ville, capturant d'immenses réserves d'argent, d'armes et de vivres, ainsi que des otages nobles des tribus espagnoles. Cette victoire changea la guerre. Les tribus espagnoles se rallièrent massivement à Rome. En 208 avant Jésus-Christ, à la bataille de Baecula, Scipion battit Hasdrubal, le frère d'Hannibal. Mais Hasdrubal réussit à s'échapper et décida de rejoindre Hannibal en Italie avec une armée de renforts. En 207 avant Jésus-Christ, Hasdrubal franchit les Alpes avec 30 000 hommes. S'il rejoignait Hannibal, la situation de Rome redeviendrait désespérée. Les consuls Livius et Néron, qui surveillaient Hannibal dans le sud, prirent un risque inouï. Néron laissa une partie de son armée face à Hannibal et marcha vers le nord avec 7 000 hommes d'élite, rejoignant Livius qui bloquait Hasdrubal. Sur les rives du Métaure, les 2 armées consulaires réunies attaquèrent Hasdrubal, qui tentait de se replier. La bataille fut acharnée. Hasdrubal, voyant que tout était perdu, chargea seul les lignes romaines et mourut au combat. Les Romains coupèrent sa tête et la jetèrent dans le camp d'Hannibal. Quand Hannibal reconnut le visage de son frère, il comprit que Carthage avait perdu la guerre. Scipion acheva la conquête de l'Espagne en 206 avant Jésus-Christ. De retour à Rome, il fut élu consul et proposa une stratégie audacieuse. Porter la guerre en Afrique, attaquer Carthage sur son propre territoire. Le Sénat, encore échaudé par le désastre de Régulus 50 ans plus tôt, refusa de lui donner des troupes. Scipion recruta alors des volontaires et embarqua pour la Sicile. En 204 avant Jésus-Christ, Scipion débarqua en Afrique avec 30 000 hommes. Il s'allia avec Massinissa, prince numide qui haïssait Carthage, lui apportant une cavalerie d'élite. Ensemble, ils ravagèrent la campagne carthaginoise, prirent Utique et menacèrent directement Carthage. Le Sénat carthaginois, pris de panique, rappela Hannibal d'Italie. Après 15 ans passés en Italie, le grand général dut abandonner son rêve de détruire Rome. Il débarqua à Carthage en 203 avant Jésus-Christ, avec les derniers vétérans de son armée. Les Carthaginois espéraient qu'il sauverait la situation. Le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ, près du village de Zama au sud-ouest de Carthage, Hannibal affronta Scipion. C'était la première fois que les 2 plus grands généraux de leur époque se rencontraient sur le champ de bataille. Hannibal disposait de 36 000 fantassins et 80 éléphants, mais sa cavalerie était inférieure. Scipion avait 29 000 fantassins et, grâce à Massinissa, 6 000 cavaliers numides, les meilleurs du monde. Hannibal lança ses éléphants contre les lignes romaines, espérant les disloquer. Mais Scipion avait entraîné ses hommes à ouvrir des corridors dans leurs rangs, laissant passer les éléphants qui furent abattus par les Vélites. La cavalerie numide de Massinissa chargea les flancs carthaginois et les mit en déroute. Au centre, l'infanterie carthaginoise tint bon pendant des heures. Hannibal avait gardé ses vétérans en réserve, mais quand ils entrèrent dans la bataille, la cavalerie romaine revint du massacre des fuyards et attaqua les Carthaginois par l'arrière. C'était Cannes à l'envers. L'armée d'Hannibal fut anéantie. 20 000 Carthaginois périrent, 15 000 furent capturés. Hannibal s'échappa avec quelques cavaliers. Carthage demanda la paix.
Les conditions furent écrasantes. Carthage devait abandonner toutes ses possessions hors d'Afrique, livrer sa flotte sauf 10 navires, remettre tous ses éléphants, payer 10 000 talents sur 50 ans, et surtout, ne jamais faire la guerre sans l'autorisation de Rome. Carthage devenait un État vassal. Rome contrôlait désormais la Méditerranée occidentale. L'Espagne, la Sicile, la Sardaigne, la Corse étaient des provinces romaines. Mais Rome ne s'arrêterait pas là. Pendant que Rome combattait Hannibal, Philippe V de Macédoine s'était allié aux Carthaginois. Rome ne l'oublia pas. En 200 avant Jésus-Christ, elle déclara la guerre à la Macédoine. Les cités grecques, terrorisées par Philippe, supplièrent Rome d'intervenir. En 197 avant Jésus-Christ, à la bataille de Cynocéphale, les légions romaines écrasèrent la phalange macédonienne. La phalange, cette formation compacte de lanciers qui avait conquis l'Orient avec Alexandre, se révéla vulnérable face à la flexibilité des manipules romains. Philippe dut abandonner toute prétention sur la Grèce et payer un tribut. En 194 avant Jésus-Christ, Rome proclama la liberté de la Grèce lors des Jeux isthmiques. Les Grecs pleurèrent de joie, pensant avoir retrouvé leur indépendance. Ils ne comprenaient pas encore que Rome était désormais leur maître. Antiochos III, roi séleucide qui contrôlait un empire s'étendant de la Syrie à l'Afghanistan, commit l'erreur de défier Rome. En 192 avant Jésus-Christ, il envahit la Grèce. Rome envoya Scipion l'Africain et son frère avec une armée. En 190 avant Jésus-Christ, à la bataille de Magnésie en Asie mineure, les légions anéantirent l'armée séleucide. Antiochos dut payer 15 000 talents, abandonner toute l'Asie mineure et livrer ses éléphants et sa flotte. En 168 avant Jésus-Christ, Persée de Macédoine tenta de restaurer la puissance macédonienne. À la bataille de Pydna, le consul Paul-Émile écrasa la phalange macédonienne définitivement. La Macédoine fut divisée en 4 républiques fantoches. Quand elles se révoltèrent en 148 avant Jésus-Christ, Rome transforma la Macédoine en province. En 146 avant Jésus-Christ, Corinthe, la plus riche cité grecque, mena une révolte contre Rome. Le consul Mummius prit la ville, massacra les hommes, vendit femmes et enfants en esclavage, pilla les temples et les palais, et brûla Corinthe. La Grèce devint la province d'Achaïe. La même année, Rome anéantit définitivement Carthage. Depuis la fin de la Deuxième Guerre punique, Carthage s'était enrichi à nouveau. Le vieux Caton, sénateur qui avait combattu Hannibal dans sa jeunesse, terminait tous ses discours au Sénat par la même phrase « Delenda et Carthago ». Carthage doit être détruite. En 149 avant Jésus-Christ, Rome trouva un prétexte. Massinissa, toujours roi de Numidie et allié de Rome, grignotait constamment le territoire carthaginois. Quand Carthage se défendit, Rome déclara que c'était une violation du traité de 201 qui interdisait toute guerre sans autorisation romaine. Scipion Émilien, petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, mena le siège de Carthage. Pendant 3 ans, les Carthaginois résistèrent héroïquement. Ils fondirent d'eau leurs objets de métal pour fabriquer des armes, les femmes coupèrent leurs cheveux pour faire des cordes d'arc. Mais au printemps 146 avant Jésus-Christ, les Romains franchirent les murailles. Le massacre dura 6 jours. Les Carthaginois se battirent rue par rue, maison par maison. Quand tout fut fini, 50 000 survivants furent vendus en esclavage. Scipion Émilien ordonna de raser complètement la ville. Carthage brûla pendant 17 jours. Le territoire devint la province d'Africa. Rome était désormais la puissance incontestée de la Méditerranée. Ses légions avaient vaincu les Carthaginois, les Macédoniens, les Séleucides. Ces provinces s'étendèrent de l'Espagne à la Grèce. Les rois d'Égypte, de Syrie, de Pergame tremblaient devant elles. Mais cette expansion allait créer des tensions qui ébranleraient la République jusqu'à ses fondations. La conquête avait enrichi Rome au-delà de toute imagination. L'or, l'argent et les esclaves affluaient par millions. Mais cette richesse n'était pas équitablement répartie. Les généraux et les sénateurs s'approprièrent d'immenses domaines en Italie et dans les provinces. Les petits propriétaires, ruinés par des années de service militaire, vendirent leurs terres et affluèrent à Rome. Cette inégalité croissante créa des tensions sociales explosives. En 133 avant Jésus-Christ, Tiberius Gracchus,
tribun de la plèbe, proposa une réforme agraire pour redistribuer les terres publiques aux pauvres. Les grands propriétaires du Sénat s'opposèrent violemment. Quand Gracchus tenta de se faire réélire, une émeute éclata. Scipion Nasica, grand pontife et cousin de Gracchus, conduisit des sénateurs armés de gourdins qui massacrèrent Gracchus et 300 de ses partisans. C'était la première violence politique à Rome depuis la fondation de la République. Elle ne serait pas la dernière. 10 ans plus tard, Caius Gracchus, frère de Tiberius, tenta les mêmes réformes. Il fut assassiné avec 3000 de ses partisans. La République se fracturait. D'un côté, les optimates, conservateurs qui défendaient les privilèges du Sénat. De l'autre, les populares qui exploitaient le mécontentement populaire pour leur ambition personnelle. En 107 avant Jésus-Christ, Caius Marius, un homme nouveau sans ancêtre noble, devint consul. Face à une invasion de tribus germaniques, les Cimbres et les Teutons, Marius réforma l'armée. Il recruta les prolétaires sans terre, les équipa aux frais de l'État, et leur promit des terres après leur service. Les soldats devinrent ainsi loyaux à leur général plutôt qu'à la République. Marius écrasa les Cimbres à Aix-en-Provence en 102 avant Jésus-Christ et les Teutons à Versailles en 101 avant Jésus-Christ. Rome était sauvée, mais Marius avait été consul 6 fois, violant toutes les traditions républicaines. Les soldats ne se battaient plus pour Rome, mais pour leur commandant qui leur garantissait des terres et du butin. En 91 avant Jésus-Christ, les alliés italiens, qui avaient combattu aux côtés de Rome pendant des siècles sans obtenir la citoyenneté romaine complète, se révoltèrent. Cette guerre sociale fut terrible. Rome dut mobiliser toutes ses ressources et finalement accorda la citoyenneté aux Italiens pour éviter la défaite. L'Italie était unifiée, mais Rome avait failli s'effondrer. Puis vint la guerre contre Mithridate VI, roi du Pont, qui massacra 80 000 citoyens romains et italiens en Asie mineure en 88 avant Jésus-Christ. Le Sénat confia le commandement à Sylla, consul conservateur et rival de Marius. Mais l'Assemblée populaire transféra le commandement à Marius. Sylla fit alors quelque chose d'impensable. Il marcha sur Rome avec ses légions. C'était la première fois qu'un général romain attaquait sa propre ville. Marius s'enfuit et Sylla prit le contrôle de Rome par la force. Il partit ensuite combattre Mithridate. Dès son départ, Marius revint avec une armée, s'empara de Rome et massacra les partisans de Sylla. Les têtes coupées des sénateurs furent exposées sur le forum. Marius mourut en 86 avant Jésus-Christ, mais ses alliés, Cinna et Carbo, contrôlaient Rome. En 83 avant Jésus-Christ, Sylla revint victorieux d'Orient avec son armée enrichie par le pillage. Une guerre civile sanglante ravagea l'Italie pendant 2 ans. À la bataille de la Porte-Colline en 82 avant Jésus-Christ, Sylla écrasa les marianistes. Sylla se proclama dictateur sans limite de temps. Il publia des listes de proscription avec les noms de milliers d'ennemis politiques. Quiconque tuait un proscrit recevait une récompense. Les têtes affluaient sur le forum. Les biens des proscrits étaient confisqués et vendus aux enchères. La terreur dura 2 ans. 9000 citoyens romains furent exécutés. En 79 avant Jésus-Christ, Sylla abdiqua soudainement et se retira dans sa villa. Il mourut l'année suivante, son corps dévoré par une maladie répugnante. Mais il avait montré qu'un général avec une armée loyale pouvait prendre Rome par la force. Pompée, jeune protégé de Sylla, se distingua dans les guerres qui suivirent. Il écrasa les derniers marianistes en Afrique et en Espagne, élimina les pirates qui terrorisaient la Méditerranée et conquit l'Orient. Entre 66 et 63 avant Jésus-Christ, il annexa la Syrie, transforma le royaume séleucide en province romaine et rapporta à Rome des richesses incalculables. Il était l'homme le plus puissant de Rome. Mais Pompée commit une erreur. Rentré à Rome en 62 avant Jésus-Christ, il démobilisa son armée, respectant la tradition républicaine. Le Sénat, soulagé, refusa de ratifier ses dispositions en Orient et de donner des terres à ses vétérans. Pompée se retrouva humilié. Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche de Rome qui avait écrasé la révolte de Spartacus, était lui aussi frustré. Le Sénat bloquait ses affaires. Jules César, ambitieux mais endetté, cherchait une occasion de s'élever. En 60 avant Jésus-Christ, ces 3 hommes formèrent secrètement une alliance, le premier triumvirat.
Il se partagerait le pouvoir en contournant le Sénat. César devint consul en 59 avant Jésus-Christ et fit voter les lois que voulaient Pompée et Crassus. En échange, ils lui firent obtenir le gouvernement de la Gaule, cisalpine et transalpine pour 5 ans. César partit en Gaule en 58 avant Jésus-Christ. Il avait 41 ans et n'avait jamais commandé une grande armée. 8 ans plus tard, il aurait conquis un territoire immense, 2 fois plus grand que l'Italie, et transformé ses légions en la plus formidable machine de guerre du monde antique. La Gaule était divisée en centaines de tribus celtes en guerre constante. César exploita ces divisions. En 58 avant Jésus-Christ, il repoussa les Helvètes qui migraient vers l'ouest et écrasa le roi germain arioviste qui envahissait la Gaule. Les tribus gauloises le remercièrent. Elles ne comprenaient pas encore qu'elles venaient de se mettre en cage. L'année suivante, César attaqua les Belges au nord. Puis il franchit le Rhin en 10 jours sur un pont de bois, terrifiant les Germains qui croyaient le fleuve infranchissable. En 55 et 54 avant Jésus-Christ, il traversa même la Manche et envahit la Bretagne, un exploit que personne n'avait jamais tenté. Mais en 54 avant Jésus-Christ, la situation bascula. Julia, fille de César et épouse de Pompée, mourut en couches. Le lien entre les 2 hommes se brisa. L'année suivante, Crassus partit chercher la gloire en Orient contre les Parthes. À la bataille de Carès en 53 avant Jésus-Christ, les archers parthes massacrèrent 7 légions. Crassus fut capturé et exécuté, de l'or fondu versé dans sa gorge. Le triumvirat n'existait plus. En 52 avant Jésus-Christ, la Gaule se souleva. Vercingétorix, jeune chef arverne, unifia les tribus contre Rome. Il adopta la tactique de la terre brûlée, détruisant tout devant l'avance de César. Les Gaulois assiégèrent une légion à Gergovie et infligèrent à César une de ses rares défaites. Mais Vercingétorix commit une erreur. Il s'enferma dans Alésia, forteresse réputée imprenable, avec 80 000 guerriers. César l'assiégea avec seulement 40 000 légionnaires. Il construisit 2 lignes de fortifications concentriques, une face à Alésia, l'autre face à l'extérieur. Quand une armée de secours de 250 000 Gaulois arriva pour libérer Alésia, les légions de César se retrouvèrent prises entre 2 feux. Pendant des jours, les Romains résistèrent à des assauts acharnés. César menait ses troupes partout où le danger était le plus grand. Finalement, l'armée de secours se disloqua et Vercingétorix se rendit. César ramena Vercingétorix à Rome, où il fut jeté dans un cachot pendant 6 ans avant d'être étranglé lors du triomphe de César. La Gaule devint une province romaine. César avait conquis un territoire qui enrichirait Rome pendant 5 siècles. Pendant que César conquérait la Gaule, Rome sombrait dans l'anarchie. Les bandes armées des populares et des optimates se battaient dans les rues. En 53 avant Jésus-Christ, Claudius, tribun populaire, fut assassiné par Milon, partisan de Pompée. Ses partisans brûlèrent le Sénat avec son corps. Pompée fut nommé consul unique pour restaurer l'ordre. Le Sénat, dominé par les optimates qui détestaient César, se rapprocha de Pompée. En 50 avant Jésus-Christ, ils exigèrent que César démobilise son armée et revienne à Rome comme simple citoyen. César savait que ses ennemis le poursuivraient en justice dès qu'il perdrait son immunité de proconsul. Il proposa un compromis. Il démobiliserait si Pompée faisait de même. Le Sénat refusa. Le 10 janvier 49 avant Jésus-Christ, César franchit le Rubicon, petite rivière marquant la frontière de l'Italie, avec une seule légion. Alea iacta est, le sort en est jeté, aurait-il dit. Franchir cette frontière avec une armée était un acte de trahison punissable de mort. La guerre civile commençait. César marcha vers le sud. Les villes lui ouvraient leurs portes. Les légions de Pompée, levées à la hâte, désertaient en masse. En 2 mois, César contrôlait toute l'Italie sans livrer bataille. Pompée s'enfuit en Grèce avec le Sénat et les consuls, emmenant le trésor. César ne pouvait pas le poursuivre immédiatement. Les Pompéiens contrôlèrent l'Espagne avec 7 légions. Il marcha vers l'ouest, vainquit les lieutenants de Pompée à Ilerda en 49 avant Jésus-Christ et sécurisa l'Espagne en 40 jours. « Je vais combattre une armée sans général, dit-il, puis je combattrai un général sans armée. »
En janvier 48 avant Jésus-Christ, César traversa l'Adriatique et débarqua en Grèce avec 7 légions. Pompée disposait de 11 légions et d'une flotte qui contrôlait les mers. Il assiégea César à Dyrrhachium, espérant l'affamer. César tenta une percée qui échoua. Ses soldats affamés furent repoussés avec de lourdes pertes. Pompée avait la victoire à sa portée. Mais au lieu de poursuivre César, Pompée hésita. César se replia vers l'intérieur et Pompée le suivit. Le 9 août 48 avant Jésus-Christ, les deux armées se rencontrèrent dans la plaine de Pharsale. Pompée avait 45 000 fantassins et 7 000 cavaliers. César n'avait que 22 000 fantassins et 1 000 cavaliers. La cavalerie de Pompée chargea le flanc droit de César, espérant l'envelopper. Mais César avait dissimulé 6 cohortes d'élite derrière son aile droite. Quand la cavalerie pompéienne passa, ses légionnaires surgirent, frappant de bas en haut avec leurs javelots, visant les visages des cavaliers aristocrates. La cavalerie s'enfuit et les cohortes de César prirent les légions pompéiennes à revers. L'infanterie de Pompée se disloqua. 15 000 hommes périrent, 24 000 furent capturés. César ne perdit que 200 soldats. Pompée s'enfuit en Égypte, espérant trouver refuge auprès du jeune roi Ptolémée XIII. Mais quand Pompée débarqua, les conseillers de Ptolémée, craignant la colère de César, l'assassinèrent. Quand César arriva quelques jours plus tard, on lui présenta la tête de Pompée. César pleura en voyant le crâne de son ancien allié et gendre. César s'installa à Alexandrie et se mêla de la succession au trône. Il soutint Cléopâtre contre son frère Ptolémée. Une guerre éclata. César fut assiégé dans le palais royal avec seulement 3 000 hommes face à l'armée égyptienne. Il tint pendant des mois jusqu'à l'arrivée de renforts. Ptolémée se noya en tentant de fuir. Cléopâtre devint reine et César passa 9 mois avec elle. En 47 avant Jésus-Christ, César marcha contre Pharnace II du Pont qui avait envahi les provinces romaines d'Asie mineure. À Zéla, César détruisit son armée en 5 jours. « Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu », écrivit-il au Sénat. Mais la guerre civile n'était pas finie. Les Pompéiens survivants s'étaient regroupés en Afrique avec le roi Juba de Numidie. En 46 avant Jésus-Christ, César débarqua avec 6 légions. À la bataille de Thapsus, il anéantit 14 légions pompéiennes. Caton d'Utique, dernier défenseur intransigeant de la République, se suicida plutôt que de vivre sous la tyrannie de César. Juba fit de même. Les fils de Pompée ralluèrent en Espagne. En 45 avant Jésus-Christ, César les affronta à Munda. Ce fut la bataille la plus terrible de sa carrière. Les légions pompéiennes combattirent avec acharnement. César dut lui-même prendre un bouclier et mener la charge pour empêcher ses hommes de fuir. Finalement, la cavalerie césarienne prit les Pompéiens à revers. 30 000 d'entre eux moururent. Les fils de Pompée furent traqués et exécutés. César était désormais maître absolu de Rome. Il avait vaincu tous ses ennemis, conquis la Gaule, soumis l'Égypte, battu Pharnace. Ses légions le vénéraient. Le peuple l'adorait pour ses largesses et ses jeux. Le Sénat, terrorisé, lui votait tous les honneurs imaginables, dictateur à vie, impérator, père de la patrie. Des statues de César se dressaient partout. Son visage ornait les monnaies. Un mois fut rebaptisé Julius en son honneur. Certains proposaient même de le déifier de son vivant. Mais César commit une erreur fatale. Il méprisait les traditions républicaines. Il traitait les sénateurs avec dédain, recevant leurs délégations assis comme un roi. Il refusa plusieurs fois la couronne que Marc-Antoine lui offrait lors des Lupercales, mais c'était du théâtre. Tout le monde voyait qu'il voulait être roi. Un groupe de sénateurs, mené par Marcus Brutus et Cassius, décida qu'il fallait sauver la République. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, aux ides de Mars, alors que César se rendait au Sénat, 23 conjurés l'entourèrent et le poignardèrent. César reçut 23 coups de couteau. Quand il vit Brutus parmi ses assassins, il dit « Caesu teknon » « Toi aussi, mon enfant ?» puis se couvrit la tête de sa toge et se laissa mourir. Les conjurés pensaient avoir sauvé la République. Ils avaient seulement signé son arrêt de mort. Marc-Antoine, consul et lieutenant de César,
prit le contrôle de la situation. Lors des funérailles de César, il lut son testament devant la foule rassemblée. César léguait ses jardins au peuple romain et 300 sesterces à chaque citoyen. La foule furieuse se déchaîna. Les conjurés durent de fuir Rome. Leurs maisons furent brûlées. Mais Antoine n'avait pas prévu l'apparition d'un rival inattendu. Caius Octavius, petit-neveu de César, âgé de seulement 18 ans, revint de Grèce où il étudiait. Le testament de César en faisait son fils adoptif et son héritier. Le jeune homme prit le nom de Caius Julius César Octavianus. Tout le monde le sous-estima, y compris Cicéron qui pensait pouvoir le manipuler. Octavien recruta secrètement des vétérans de César avec l'argent de l'héritage. En novembre 44 avant Jésus-Christ, il contrôlait 2 légions. Antoine, qui avait pris le contrôle de la Gaule cisalpine, marcha contre Decimus Brutus, un des assassins de César, qui refusait de lui céder sa province. Le Sénat nomma Octavien propréteur et l'envoya avec les consuls combattre Antoine. En avril 43 avant Jésus-Christ, à Modène, Antoine fut vaincu et dut se replier en Gaule transalpine. Mais les 2 consuls moururent dans la bataille, laissant Octavien seul maître de 8 légions. Octavien marcha sur Rome avec son armée. Il avait 19 ans. Le Sénat terrifié le nomma consul. Puis Octavien retourna sa veste. Au lieu de poursuivre Antoine, il négocia avec lui. Lépide, gouverneur de la Gaule narbonnaise et d'Espagne, se joignit à eux. En novembre 43 avant Jésus-Christ, les 3 hommes se rencontrèrent sur une petite île du fleuve Renaud, près de Bologne. Ils formèrent le second triumvirat, se partageant le monde romain pour 5 ans. Octavien prit l'Afrique et les îles, Antoine la Gaule, Lépide l'Espagne et la Gaule narbonnaise. Ils publièrent des listes de proscription. 300 sénateurs et 2000 chevaliers furent condamnés à mort, leurs biens confisqués. Cicéron, qui avait attaqué Antoine dans ses Philippiques, fut assassiné. Sa tête et ses mains furent clouées sur les rostres au forum. En 42 avant Jésus-Christ, Octavien et Antoine traversèrent l'Adriatique avec 19 légions pour affronter Brutus et Cassius, qui contrôlaient l'Orient avec 17 légions. À la bataille de Philippe en Macédoine, les armées s'affrontèrent en 2 batailles. Lors de la première, l'aile droite d'Antoine écrasa Cassius qui se suicida, croyant la bataille perdue. Lors de la seconde, 3 semaines plus tard, Brutus fut vaincu et se jeta sur son épée. Les triumvirs se repartagèrent le monde. Antoine prit l'Orient, la partie la plus riche. Octavien hérita de l'Occident avec la lourde tâche de donner des terres aux vétérans. Lépide fut marginalisé. Antoine partit en Orient, tomba sous le charme de Cléopâtre et resta en Égypte. Pendant 10 ans, les 2 hommes coexistèrent. Octavien consolida son pouvoir en Occident. Il vainquit Sextus Pompée, fils de Pompée le Grand, qui contrôlait la Sicile et affamait Rome en coupant les livraisons de blé. Il priva Lépide de ses légions et le força à la retraite. Son général Agrippa réorganisa la flotte. Antoine, pendant ce temps, mena une désastreuse campagne contre les Parthes. En 36 avant Jésus-Christ, il perdit 20 000 hommes et dut battre en retraite honteusement. Il se consola dans les bras de Cléopâtre, lui offrant des provinces romaines, célébrant un triomphe à Alexandrie au lieu de Rome. Les Romains furent scandalisés. Les relations entre Octavien et Antoine se détériorèrent. Octavien révéla au Sénat qu'Antoine avait fait un testament léguant les provinces orientales aux enfants de Cléopâtre. Il accusa Antoine de vouloir transférer la capitale à Alexandrie et de vouloir établir une monarchie orientale. Le Sénat déclara la guerre à Cléopâtre. Antoine fut destitué de ses pouvoirs. En 32 avant Jésus-Christ, l'affrontement devenait inévitable. Antoine rassembla 500 navires et 75 000 soldats en Grèce. Octavien réunit 400 navires et 80 000 hommes. Le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ, les 2 flottes s'affrontèrent au large d'Actium. La bataille fut étrange. Antoine voulait forcer le blocus d'Octavien et rejoindre l'Égypte. Agrippa, qui commandait la flotte d'Octavien, feignit de se replier, attirant la flotte antonienne en pleine mer. Soudain, Cléopâtre, qui observait la bataille avec sa flotte de 60 navires, hissa les voiles et s'enfuit vers l'Égypte. Antoine, la voyant partir, abandonna ses hommes et la suivit avec quelques navires.
La flotte d'Antoine, privée de commandant, se rendit. Son armée terrestre capitula quelques jours plus tard. En une journée, Antoine avait perdu la guerre. Octavien poursuivit les fuyards vers l'Égypte. En août 30 avant Jésus-Christ, ses légions entrèrent à Alexandrie. Antoine se suicida, se jetant sur son épée. Cléopâtre tenta de séduire Octavien comme elle avait séduit César et Antoine. Mais Octavien, froid et calculateur, ne céda pas. Comprenant qu'elle serait exhibée lors de son triomphe, Cléopâtre se fit mordre par un aspic. L'Égypte devint une province romaine, propriété personnelle d'Octavien. Octavien était maintenant seul maître du monde romain. Il contrôlait 60 légions, toutes les provinces, et un trésor rempli par les richesses de l'Égypte. Il rentra à Rome en 29 avant Jésus-Christ et célébra un triple triomphe. Mais il savait que le destin de César lui montrait le danger de paraître trop puissant. En janvier 27 avant Jésus-Christ, Octavien se présenta devant le Sénat et annonça qu'il restituait tous ses pouvoirs à la République. Le Sénat, soigneusement manipulé, supplia Octavien de rester. Ils lui votèrent le gouvernement des provinces où stationnèrent les légions pour 10 ans, lui donnèrent le titre d'Augustus, le vénéré, et le proclamèrent princeps, premier citoyen. C'était un coup de génie politique. Auguste prétendait avoir restauré la République. En réalité, il concentrait tous les pouvoirs. Il contrôlait l'armée, nommait les gouverneurs des provinces principales, dirigeait la politique étrangère. Le Sénat conservait l'apparence du pouvoir mais n'avait aucune autorité réelle. Auguste renouvela régulièrement ses pouvoirs jusqu'à sa mort, établissant une dictature déguisée. Auguste régna 41 ans. Il réorganisa l'administration, professionnalisa l'armée en créant une garde prétorienne, établit une bureaucratie efficace, embellit Rome, patronna les arts. Sous son règne, Rome connut une paix et une prospérité sans précédent. Il agrandit l'Empire, conquérant l'Espagne du nord-ouest, les Alpes, la Pannonie, la Mésie, la Judée. Mais il échoua en Germanie. En l'an 9 après Jésus-Christ, 3 légions commandées par Varus furent anéanties dans la forêt de Teutoburg par le chef germain Arminius. Auguste, vieillissant, fut dévasté. Il arpentait son palais en criant « Varus, rends-moi mes légions !» Rome renonça à conquérir la Germanie au-delà du Rhin. Auguste mourut en 14 après Jésus-Christ, à 76 ans. Sur son lit de mort, il demanda si son spectacle avait été satisfaisant. Il laissait un empire stable, prospère, s'étendant de l'Atlantique à l'Euphrate, de la Bretagne à l'Égypte. Son fils adoptif Tibère lui succéda sans contestation. La République était morte, Rome était devenue un empire, les légions avaient conquis le monde méditerranéen, les guerres civiles avaient détruit les institutions républicaines. Un seul homme désormais gouvernait un territoire immense. Ce système, créé par Auguste, durerait 5 siècles à l'ouest, 15 siècles à l'est. Rome avait commencé comme une petite cité chassant son roi. Elle finissait avec un empereur tout-puissant gouvernant le monde connu.